Alors, monsieur le ministre, professeur, ministre, je ne sais plus dans quel ordre. Professeur tout court. Professeur tout court. Donc, monsieur le professeur tout court Benachnou va nous parler aujourd'hui du développement des territoires. Beaucoup de gens se sont posé la question et nous ont interpellés, mais ça veut dire quoi exactement? Donc, en fait, je vais vous laisser tranquillement développer toute cette thématique qui nous intéresse à un plus haut point pour plusieurs raisons et on va le découvrir avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie Kerr et Slim de m'inviter. Alors là c'est mieux? C'est mieux? Pour mieux, il faut payer, hein? Voilà, ça c'est bien. Donc je remercie Kerr et Slim Atmani pour leur invitation. Je crois que chaque fois qu'il y a un espace de discussion, c'est utile de l'utiliser, sachant que toutes les idées sont les bienvenues sur le marché de la réflexion et de l'action. J'ai choisi ce thème qui a été accepté par Kerr et Slim Atmani. D'abord parce que j'y travaille depuis un certain nombre de mois en liaison avec la délégation de l'Union européenne qui s'intéresse aussi à la mise en œuvre des réformes. Et je ne l'ai pas choisi uniquement pour cette raison, je l'ai choisi parce que je suis très très préoccupé par la situation aux différentes frontières de notre pays. Chacun sait que notre environnement régional est devenu très compliqué et qu'il va se compliquer encore. Et en conséquence, il m'a semblé utile de réfléchir sur cette question-là, simplement pour savoir comment peut-on déplacer dans le bon sens la frontière entre l'économie formelle et l'activité criminelle. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux d'entre vous qui connaissent les wilayas frontalières savent très bien de quoi je parle. Et donc il faut non seulement y réfléchir, mais agir très vite. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette réflexion sur le développement des territoires. Je reviendrai dans la troisième partie sur les problèmes de définition auxquels m'invite Slim, c'est-à-dire pourquoi je parle des territoires et pas du territoire national et pourquoi je parle des territoires et non pas des wilayats, qui sont les circonscriptions administratives. Donc j'ai choisi ce terme qui n'est ni le territoire national, ni les wilayats, c'est un entre-deux sur lequel je vais m'expliquer. Trois choses en introduction. Nous avons fait une croissance modeste au cours des 10 dernières années, avec beaucoup de ressources. Donc nous avons fait une croissance modeste avec beaucoup de ressources. Eh bien, il va falloir que nous apprenions à faire une croissance un peu plus importante avec moins de ressources. C'est bien ça le défi qui nous fait face. Une croissance plus importante avec moins de ressources. Alors que nous avons fait une croissance modeste avec peu de ressources, avec beaucoup de ressources. Ça, c'est le premier élément d'introduction. Le deuxième élément, c'est que je parle de peu de ressources pour une raison extrêmement simple que vous partagerez certainement avec moi, c'est que la ressource publique, pendant de nombreuses années, et ce n'est pas la peine de rêver, la ressource publique va suivre
pour l'essentiel la fiscalité pétrolière. Et la fiscalité pétrolière va suivre son destin international. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec $50 le baril. Qu'on apprenne à vivre avec $50 le baril. Et on ne va pas y arriver avant 2 ou 3 ans, aux fameux $50 le baril. Donc, apprenons à vivre avec cette donnée de base, c'est $50, eh bien c'est $50. Après tout, on a vécu au début des années 2000 avec $20 le baril. Certes, on était moins nombreux, on était moins ambitieux, on était moins gaspilleurs. Surtout ça. Mais enfin, on a quand même vécu avec 20. On était moins nombreux, d'accord, on était moins ambitieux, d'accord, mais on était moins gaspilleurs surtout. Troisième élément qui me paraît important à vous dire, dans cette orientation vers une croissance meilleure, avec moins de ressources, on a un problème de localisation de la croissance. Localisation de la croissance, c'est-à-dire cette croissance, on va la faire où? Est-ce qu'on va continuer à la faire dans certains territoires ou est-ce qu'on va la faire dans l'ensemble des territoires de ce pays? C'est ça la question centrale. D'où ce thème sur le développement des territoires, que je vais développer devant vous en 3 temps. Le premier temps, c'est quels sont les acquis historiques du développement des territoires et leurs limites. Dans un deuxième temps, quelles sont les performances et les dérèglements actuels, du développement des territoires. Et puis dans un troisième temps, que faire dans l'avenir immédiat et dans l'avenir un peu plus lointain, sachant ce que je dis en introduction, $50, $50, $50, et là, Rabbi Hdahum, hein? Pas encore clair. Pas encore clair. Sur l'acquis historique, je vais être relativement bref. Chacun sait que Boumediene, fortement inspiré par Frantz Fanon. Les gens ne savent pas beaucoup ça. Frantz Fanon était un copain de Boumediene, qu'il a connu avant sa mort. Frantz Fanon est mort en décembre 61, mais il connaissait Boumediene avant. Et Frantz Fanon a mis dans la tête de Boumediene, à juste titre, qu'il ne fallait pas oublier les damnés de la terre. C'est-à-dire ne pas oublier les Algériens dans leur globalité. Pas Alger, Oran, Annaba. Dans leur globalité. Et du coup, Boumediene, avait cette idée très simple, s'il y a du développement, il y en aura pour tout le monde. Pour tout le monde. Boumediene était fils de Khammas, vous le savez. Et il a souvent dit et répété, je ne veux pas rentrer au paradis le ventre vide. Il l'a dit à des chefs d'État qui étaient très offusqués, mais il l'a dit. Et donc Boumediene, avec son équipe de l'époque, s'est lancé dans une politique de développement des territoires, c'est-à-dire de l'Algérie entière, pour simplifier, pour l'instant. Je reviendrai sur les territoires et leur définition. Ça a commencé dès 1966, c'est-à-dire juste après ce qu'on a appelé modestement le réajustement, comment ça s'appelait déjà? Le réajustement révolutionnaire. Et dès 1966, le redressement. Dès 1966, il commence avec les modestes moyens dont il disposait à lancer des programmes spéciaux de développement. Premier programme spécial, c'était Ourgla. Et après, quand il a eu plus d'argent, il y a eu Tizi Ouzou. C'était pour montrer aux gens, attention, que les affaires de interwilayal sont finies, hein? Pas plus de bagarres interwilayal. Ensuite, il y a eu Tlemcen, etc., etc. Donc, avec les modestes moyens dont il a disposé au début, il a commencé déjà à diffuser l'activité, le développement, etc.
Quand il a eu plus de moyens, on s'est lancé, alors il y a donc deux grandes politiques que vous connaissez bien, c'est le déploiement territorial du secteur public économique. Partout. Partout. À cette époque-là, il y avait 15 wilayas, il n'y en avait pas maintenant, il y en a 148. Et donc, je n'ai pas le souvenir d'une wilaya d'Algérie qui ait été laissée en dehors de l'investissement public. À la fois pour le développement du service public, éducation, santé, routes, etc., mais aussi pour le développement de l'activité économique. Et donc, on a une diffusion du secteur public, à la fois service public, et du secteur public, activité économique. Et déjà à cette époque-là, je signale une bagarre historique entre ce qui fut le ministre de l'Intérieur, et Bled Abdeslam, sur est-ce qu'on commence par les infrastructures ou est-ce qu'on commence par les activités économiques. Et très sagement, Boumediene avait arbitré en disant si on attend que toutes les infrastructures soient prêtes pour accueillir l'activité économique, c'est pas demain qu'on fera le couscous. Et donc il avait arbitré en disant allez-y, et les activités économiques vont elles-mêmes appeler les infrastructures. Il va bien falloir qu'elles bougent, les infrastructures. S'il y a de l'activité économique, il y a des usines, et donc les usines vont dire il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'électricité, Djibouna, etc., etc. Donc il avait très clairement tranché. Il avait aussi très clairement tranché, là je parle aux jeunes, je ne parle pas des gens de mon âge, je dis un peu plus jeunes que moi, je parle aux jeunes. Il avait aussi tranché en disant, et j'ai un souvenir très précis d'une réunion avec lui, là, en disant la stabilité et la sécurité d'un pays, la stabilité et la sécurité d'un pays relève du peuple entier. Relève du peuple entier. Certes, il y a les professionnels de l'armée, disait-il. Professionnels de l'armée, c'est bien. Mais il disait, sa vision, c'est de dire, bon, c'est bien que les professionnels de l'armée soient soutenus par un peuple lui-même mobilisé par le développement. Très clair là-dessus. Il était très très clair là-dessus. Et les arbitrages financiers qu'il avait pris à l'époque reflétaient parfaitement cette vision de la stabilité et de la sécurité du pays. Donc, diffusion du service public, diffusion du service public, des activités du secteur public économique, les fameuses entreprises locales, souvenez-vous, il y en avait partout, pour faire les travaux dans les communes, etc., etc. Et d'autres prises de position, et là l'influence de Frantz Fanon est évidemment importante, c'est les changements dans les campagnes. Et Boumediene était persuadé, il me l'a dit personnellement dans une discussion que j'ai reprise dans le dernier livre que j'ai écrit, il m'a dit très très clairement, les campagnes ça compte, et il faut faire la transformation des structures foncières, d'où la révolution agraire et tout ce qui s'en est suivi. Mais avant la révolution agraire, s'était posée politiquement et diplomatiquement la question suivante à Boumediene, qu'est-ce qu'on fait du vignoble? Alors, le vignoble, c'était l'activité économique principale de l'Ouest algérien. C'est-à-dire que sur les 440 000 hectares de vignobles plantés par les colons, plus de 65% étaient à l'ouest du pays. On arrache le vignoble, tous les experts n'étaient pas d'accord. Boumediene a pris une décision politique, c'était une position claire en direction de la France, parce qu'on avait commencé à négocier, souvenez-vous, on renégociait le contenu pétrolier des accords d'Évian. Et les Français disaient, Edgar Faure en tête, s'ils veulent leur pétrole, ils n'ont qu'à garder leur vin. Boumediene, qui était très clair sur la question du pétrole, disait ben, si c'est du chantage, moi j'arrache le vignoble et je garde mon pétrole.
Et c'était très clair. Et il l'a répété à multiples reprises aux ambassadeurs de France. Ah mais, vous savez, comment il s'appelle Ammar. Vous connaissez le professeur Jeanneney, qui a été notre professeur, qui a été le premier ambassadeur de France en Algérie. Jeanneney m'a raconté dans le détail, parce que c'était mon prof de doctorat, dans le détail des détails des relations entre Boumedienne et la France pendant toute cette période. Avant l'indépendance, après l'indépendance. Là, je prends un témoin parce qu'il sait de quoi je parle. Alors, en matière rurale, on arrache le vignoble. Et je me permets de vous dire que l'Oranie, et je répète, parce que c'est très important, l'Oranie ne s'est jamais remise de l'arrachage du vignoble. Le droit. On aura l'occasion de discuter des territoires. Là, on est déjà dans un territoire. On ne parle pas de wilayat, Mistralem, Relizan, etc. Ça n'a aucun intérêt. On parle d'un territoire qui était le territoire du vignoble. Là, on parle de territoire. L'Oranie ne s'est jamais remise jusqu'à présent de l'arrachage du vignoble. Les experts étaient en désaccord complet entre eux et avec Boumedienne. Et Boumedienne avait tranché en disant, moi les experts, vous dites ce que vous voulez. Et les experts sont toujours vivants, hein, c'est assez intéressant. Boumedienne disait, les experts, vous dites ce que vous voulez, mais moi je fais de la politique et je ne subirai pas le chantage de la France. Point. Après, on a essayé de vendre du vin aux Russes, etc., etc. Donc, premier problème qui va affecter en longue durée les territoires, notamment le territoire vignoble. Le problème n'est toujours pas réglé. Deuxième grande décision, c'est les histoires de révolution agraire, d'autogestion, etc. Alors là aussi, il faut bien dire que autant la période de Boumedienne a été heureuse du point de vue de la récupération des ressources naturelles, du déploiement du secteur public à travers tout le territoire, à un coût important, à un coût très important. Autant les politiques rurales, à la fois vignobles et le reste des politiques rurales, ont certainement tracé le sillon du sous-développement de certains territoires, qui ne se sont pas sortis encore de cette affaire. Mais, après tout, il ne faut pas juger, l'histoire est faite d'hommes et de circonstances. Les hommes et les circonstances de cette époque-là ont fait cela. Il y avait aussi cette idée qui reste encore pendante, que le développement des infrastructures, parce que quand même l'électricité a été diffusée, l'eau a été diffusée, etc., il y avait que cette idée qui émergeait, notamment chez les électriciens. À une époque, il y avait d'excellents gestionnaires de cette société qui s'appelle Sonelgaz, avec cette idée que l'électricité, l'essence et l'eau préparent les avantages compétitifs de l'économie. Il faut en faire. Il ne faut pas leur donner la priorité, mais il faut en faire parce que ça prépare les avantages compétitifs des territoires, tous les territoires. Si on met de l'électricité à Oumul-Bouari, eh ben c'est bien parce qu'il y a peut-être une usine qui va aller là. C'était la vision de l'époque et qui était poussée par des managers du secteur public qui avaient les yeux en face des trous. Voilà le passé. Et après, ça s'est très dégradé, puisque dans les années 80, pour des raisons liées à la transition politique, alors je vais faire une confidence publique, l'économie de ce pays a toujours souffert dramatiquement des successions politiques. Moi, j'en ai vécu 5. Donc, j'ai le certificat d'études des successions politiques. Souvent, parce que, souvent, on dit Ben Achlou, c'est un expert économique, mais je suis bon de politique. J'ai vécu 5 successions politiques.
Alors la première, j'ai à peu près comprise. La deuxième, j'ai eu le certificat d'études. Parce que je suis un élève assidu. La succession de Boumediene a déstabilisé l'économie entière. Enfin, la succession, la manière dont ça s'est fait. Et en conséquence, les territoires ont souffert. Moins de développement du secteur public économique qui avait été justement l'instrument de l'aménagement du territoire, comme on appelait ça. À partir du moment où on n'investit plus, ben, il n'y a plus. Et d'autres éléments avec le début d'un phénomène qui continue à perdurer, qui est la polarisation des ressources publiques en équipement public au profit de quelques capitales. Tsaïr, Wahran, Annaba. Polarisation de la dépense publique en faveur de grands équipements publics. Quand vous faites de la polarisation, j'y reviendrai longuement, de la dépense publique en faveur de quelques grandes capitales, eh bien le reste du pays, il n'a pas d'argent. Donc la polarisation a commencé du temps de Siched Lillah. On n'avait pas beaucoup de ressources, surtout qu'on a été très fort pour dénoncer les contrats de vente de gaz. Je vais vous prendre à témoin souvent. Les années 80, donc, déjà une stagnation du développement des territoires, pour les raisons que je viens d'indiquer. Moins d'investissement, polarisation de la ressource. Donc, les territoires commencent déjà à être ignorés. Chacun pour soi. Et ensuite vient les années 90. Dramatique à plus d'un titre, ça j'ai pas besoin de le dire. Avec cette fois-ci, non pas une stagnation du développement des territoires, mais un affaissement du développement des territoires. Pourquoi un affaissement du développement des territoires? Chacun le sait, la ressource publique est évidemment très rare. Donc la dépense d'équipement est très faible, d'équipement public, très faible. Et ensuite, la gestion elle-même de la crise, je me permets de dire ça parce que nous sommes en crise et donc il faut bien réfléchir aux leçons du passé, la gestion elle-même de la crise a été aléatoire. Pourquoi aléatoire? Parce que il ne me semble pas, mais je dois être contredit sur ce point, que nous ayons eu à cette époque-là une stratégie de recul de l'investissement public. Parce que qui dit stratégie de recul de l'investissement public dit arbitrage. On abandonne ça, on garde ça, on fait avancer ça, avec des critères précis, pas selon l'humeur du jour. Donc, on était dans une situation où non seulement l'équipement public a régressé, l'investissement public a régressé les années, mais on a assisté à une dégradation des infrastructures publiques dans tous les territoires. Dégradation des écoles, dégradation des équipements de santé, etc., etc. Tout le monde se souvient de ça. On avait estimé à l'époque à 20 milliards. Je dis ça parce que quand je suis arrivé au ministère des Finances en 1999 et que j'ai demandé qu'on regarde un petit peu l'état des équipements et de la réalisation des équipements, on s'est trouvé face à une situation qui était assez ubuesque. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas eu de stratégie de recul de l'investissement, tous les investissements étaient à l'arrêt. Au lieu de dire, on va pousser celui-ci, freiner celui-là, annuler celui-là, qui était une stratégie de recul de l'investissement. Je reviendrai sur cette question parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est la question qui se pose exactement aujourd'hui. Quelle stratégie de recul de l'investissement? J'y reviendrai. Voilà l'histoire. Depuis 2005, je laisse la période 2000-2005, c'est la période que je préfère le plus, je vous le dis tout de suite. Parce que j'étais aux commandes, pas tout seul. Pas tout seul, mais parce que le pétrole était encore timide. Les prix du pétrole étaient encore...
Et les gens étaient raisonnables. Et les prix. Bon, les gens étaient raisonnables. Et je dis cela, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais je profite de cette occasion pour le dire. La période 2000-2005 a été une période formidable de réforme économique de ce pays. Et je clôt le chapitre pour passer au sujet. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi, mais ça veut dire simplement que les forces en présence, j'ai mon certificat d'études politiques. Les forces en présence n'ont pas permis à l'équipe de l'époque de conduire les réformes à leur terme. Et quand l'équipe de l'époque est sortie, le peu de réformes qu'on avait faites a été détricoté. Mais ça peut être l'objet d'une longue conférence plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000? Alors nous sommes dans un contexte de dépenses, depuis 2005, pardon. Contexte de dépenses publiques très fortes. La dépense d'équipement a été multipliée par 4 entre 2000 et 2011. La dépense de fonctionnement aussi a flambé. Et en principe, on pourrait se dire, c'est formidable, les territoires vont redémarrer. C'est ça, logiquement. Les territoires vont redémarrer, c'est magnifique. Eh bien non. Certains territoires ont démarré et d'autres sont restés à la marge. Contrairement à la vision qu'avait Boumediene Am, si vous regardez la situation actuelle, eh bien, comme c'était écrit quelque part, les territoires qui gagnent et les territoires qui perdent. Comment mesure-t-on ça? Ça, c'est une chose importante et je dois dire que c'est extrêmement difficile de mesurer l'affaire. D'abord parce que, et je ne leur fais aucun grief, ils travaillent dans les circonstances qui sont les leurs. Nos amis de l'ONS ne font pas de comptabilité régionale, comme ça se fait dans d'autres pays. Des pays où la comptabilité régionale existe. Non seulement les pays à structure fédérale, mais même un pays unitaire comme la France, l'Italie, vous avez des comptabilités régionales. C'est-à-dire, on vous dit l'Alsace, l'Alsace, c'est tant de PIB. L'Île-de-France, on sait, l'Île-de-France, c'est 28% du PIB français. On le sait. On le sait parce que c'est calculé. Les Bouches-du-Rhône, etc., etc. Malheureusement, nous, on n'a pas de comptabilité régionale. Et je n'en veux pas, je répète, à l'ONS, dont le directeur général est un type tout à fait honorable et tout à fait compétent, mais parce que nous n'avons pas de système national d'information. L'ONS ne peut pas travailler toute seule. L'ONS dépend des autres sources d'information. Comment voulez-vous que l'ONS fasse une comptabilité régionale quand elle-même ne peut pas accéder à l'information? Pour des raisons algéro-algériennes. Donc je profite, Slim, de cette tribune pour dire qu'il nous faut absolument et urgemment une comptabilité régionale. Elle est possible. Elle est possible. Il faut se donner les moyens de la faire rapidement. Alors, faute de comptabilité régionale, alors il y a eu une tentative avortée au niveau du CNES. Je ne sais pas pourquoi le CNES s'en est occupé d'ailleurs, parce qu'il n'a pas la base d'information nécessaire, mais il y a eu une tentative du côté du CNES, me semble-t-il, en 2011. Merci. Ça n'a pas marché. Il nous faut une comptabilité régionale. Alors, faute de comptabilité régionale, comment ai-je procédé? Eh bien, je me suis contenté de ce que j'avais sous la main. 3 sources d'information. La première, c'est le fameux recensement économique de 2011, fait par l'ONS. Ils ont balayé le territoire national et ils ont dit on a trouvé tant d'établissements économiques ici, tant d'établissements économiques là, etc. Ils ont balayé le truc. Eh bien, quand vous regardez ce recensement économique, la messe est dite. La messe est dite. Les territoires ne se sont pas développés de façon égale. Vous avez déjà une première information. Deuxième source d'information, ce sont les statistiques fiscales.
Là, je connais bien. C'est-à-dire, à travers le territoire national, qui paye quoi et avec quel volume. Ça, on connaît parce qu'on a, le ministère des Finances, ont des directions régionales des impôts. Et en conséquence de quoi, les directions régionales des impôts disent l'IBS, l'IRG, etc., etc. Donc, on a une base d'informations qui, ce qu'on appelle les bassins fiscaux. La DGE, la Direction générale des grandes entreprises aussi, a des statistiques correctement régionalisées. En conséquence de quoi, je ne rentre pas dans le détail, je peux simplement vous dire, j'ai les informations ici. Slim, qu'est-ce qu'il y a? Statistiques. Si jamais vous voulez des statistiques, il y en a pour 3 heures. Les statistiques fiscales nous disent il y a des inégalités territoriales très fortes. Avec champion non pas de l'inégalité, champion de l'absorption, vous avez Alger en tête, évidemment, clairement, avec Cheraga avant-centre. Et ensuite, vous avez, c'est assez intéressant, vous avez Jaya Annaba, Sétif Borj, et Oran arrive en 6e position déjà. Et Ibadallah Waran, 2e ville du pays, en termes de bassin fiscal, arrive en 6e position. Sétif en 3e position. Blida, tout ce. Pardon. Le classement. Classement. On n'a pas bien entendu. Alger. Ensuite, Béjaïa, Blida, Annaba, Sétif en 4e position dans l'impôt sur les sociétés et dans l'impôt l'IRG, toutes ces choses. Je reviendrai sur l'IRG parce qu'il y a un petit problème. Oran dégringole. خلينا من les wilayat de l'intérieur. Ciao. Donc ça, c'est un indicateur. J'ai toutes les statistiques. D'ailleurs, les statistiques sont dans mon dernier ouvrage, pour ceux que ça intéresse. Deuxième indicateur, donc les statistiques fiscales. Et si on fait l'hypothèse que tout le monde triche à peu près partout de la même manière en Algérie, donc ça veut dire que le classement qu'on a est le bon. Les autres statistiques que j'ai utilisées concernent les dépenses fiscales. Ça veut dire les dépenses fiscales. C'est lorsque l'État fait cadeau à une entreprise ou à une exploitation agricole. Il dit, toi, tu ne payes pas l'impôt parce que tu as un beau visage. Ça s'appelle les dépenses fiscales. Exonération à travers de l'IBS, exonération de la TVA, à travers l'ANDI. Vous connaissez tous l'ANDI, c'est le fils ou la fille de la psy, etc. Bon, quand on regarde sur les 10 dernières années ce que j'ai fait, les dépenses fiscales, donc les exonérations, on retrouve exactement le même classement. Non, pas tout à fait exactement le même classement. Il y a des wilayats qui montent dans le classement, dans les exonérations fiscales. C'est Bjaïa, Annaba ou Msila. Probablement en raison, mon hypothèse, mais il faut qu'on la vérifie ensemble, en raison de gros investissements réalisés dans ces wilayats. Et donc, automatiquement, s'il y a gros investissements, grosse exonération. C'est normal. Hein? J'ai pas compris. Pas des investissements, des ports, des installations. Oui. Là, je parle des investissements qui passent par l'ANDI. Je ne suis pas en train de parler de Chechel. Donc, on a déjà comme le Chechel. Alors, les dépenses fiscales
confirme ce que nous disent les bassins fiscaux, mais avec des variations dans le classement selon les wilayats en fonction de l'importance de l'investissement qui a été réalisé ici. Bon. Alors, inégalité des territoires, il y a d'autres indicateurs sur l'emploi, mais il y a d'autres choses. Pourquoi? C'est ça la question. Si on veut corriger, il faut savoir pourquoi. Alors, il y a 5 explications. Je vais être très bref parce que je voudrais qu'on discute de ces explications. Première explication, première explication dans ce décalage des développements territoriaux, la première explication est très clairement qu'il y a une crise de l'investissement productif en Algérie. Et cette crise, elle touche tout le monde. Certains plus que d'autres. Ce que je vous invite à prendre votre voiture, à aller vers l'ouest du pays. Alors vous dépassez Chlef, ou là le Snam, comme vous voulez. Et vous allez de Chlef à Marnia. Il y a quelque chose comme 350, quelque chose, comme ça, non? Bon. Je vous défie de trouver une usine nouvelle. Aucune usine nouvelle de Chlef à Marnia sur cette splendide autoroute sur laquelle on devrait voir fleurir, comme en Allemagne, de chaque côté de l'autoroute, des usines. Ouais, rame les usines. L'autoroute, elle va donner des usines. Elle n'a rien donné du tout, Al-Hajjaj. Et ce qui me fait dire, ça Slim, vous n'allez pas m'en vouloir si je fais un peu de jingoïsme. Ce qui me fait dire que l'Oranie, elle produit plus de ministres qu'elle ne construit d'usines. Mais un peu de politique quand même. J'ai un certificat d'études. Et voilà notre cher président, massivement élu, vous le savez, par les 13 wilayats de l'Ouest. Les meilleurs scores de notre président ont été faits à l'Ouest, vous le savez ça. Hein? Les 13, non? Il faut me contredire tout à l'heure. D'accord, mais les 13 de l'Ouest étaient bonnes. Je vais. Alors qu'elles ont voté. Parce que les wilayats de l'Ouest, il est de bonne foi. Il faut voter pour lui. Moi, ça va ramener les usines. En tout cas, premier problème, on investit peu dans ce pays et notamment on n'investit pas à l'ouest et dans les territoires qui étaient déjà déclassés. Deuxième explication que je donne, elle est de l'ordre de la croyance et elle prend 2 aspects. Il y a une première croyance chez les Algériens, et notamment depuis 2015, elle traînait déjà dans les années 70, mais elle était moins forte. Il y a la croyance que là où on met des infrastructures, l'activité économique, elle suit. Une croyance, là où il y a une autoroute, où il y a le rail, où il y a le ma ou quelque chose, mais il n'y a pas de problème. L'activité économique, elle suit. Elle n'a pas suivi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? N'a pas suivi. La croyance que l'infrastructure crée l'activité est une croyance fausse qu'il faut combattre absolument. Pour une raison très simple. C'est que le mode de réalisation de ces infrastructures a totalement échappé aux Algériens. C'eût été vrai, comme ils disent en français, c'eût été vrai si les entreprises algériennes avaient au moins participé à la réalisation. Et je me souviens d'un débat sur l'autoroute, vous connaissez tous ma position sur l'autoroute. Donc il y a cette croyance. Et il y a une deuxième croyance, je voudrais la partager avec vous et qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est cette croyance que là où se développe l'enseignement supérieur, se développe l'activité économique. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent.
Là où il y a de l'université, il y a de l'intelligence. Et là où il y a de l'intelligence, il y a de l'activité économique. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Ils font la référence à une université dont les démembrements territoriaux sont de qualité. La réalité, je vais vous la dire, parce que j'ai envie de vous dire la vérité. La vérité est que nous avons en fait à l'intérieur du pays des universités ghettos. C'est-à-dire que la quantité a été développée, on a de plus en plus de places pédagogiques, de plus en plus de lits dans les cités universitaires, mais ça ne veut pas dire du tout, et de loin. J'ai rencontré un prof d'économie, wallah, le prof. Voilà un garçon qui enseigne à 350 km d'Alger. Il n'a jamais mis les pieds à Alger. قرأ تما وكبر تما ويقري تما mais il ne connaît pas Alger. Il n'est jamais venu à Alger. C'est pas nécessairement un garçon bête. Mais voilà. Donc on a des universités dont les enseignants sont littéralement ghettoisés. Et je le dis parce que je viens de l'université et que l'université est pour moi quelque chose de très précieux. Ça, c'est une explication. Alors, il y a un garçon que Bimio connaît bien qui s'appelle il s'est lancé dans une recherche utile qui a consisté à savoir s'il y a une corrélation entre l'activité économique et le développement de l'enseignement supérieur. Alors, il a trouvé une petite corrélation, mais rien de significatif. Tout simplement parce que la corrélation, elle peut aller dans les deux sens. L'université de Sétif participe. Est-ce que c'est parce que c'est l'université qui impulse la ville ou est-ce que c'est la ville qui impulse l'université? Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue dans les deux sens. Et du coup, quand vous rentrez dans une université et que vous rencontrez des étudiants de doctorat, moi je vais être enseignant. C'est-à-dire que tout le monde se voit dans la reproduction du système. Et je connais très peu d'universités qui ouvrent leurs portes et se disent on va regarder ce qui se passe à côté de l'université. Il y en a qui le font. Très peu. Non. C'est une espèce de machine qui marche pour elle-même et qui se reproduit pour elle-même. Encore deux autres causes, il y en a d'autres, mais je vais au principal. La troisième cause, qui est pour moi est essentielle, les deux autres sont importantes, mais elle est essentielle. C'est ce que j'appelle la migration de la valeur ajoutée. Alors, c'est très simple. Regardons notre agriculture. Regardons notre agriculture. Au début des années 2000, pendant les 5 années glorieuses, le président de la République avait tranché sur proposition et pas opposition du ministre des Finances de l'époque de dire on va mettre plus d'argent dans l'agriculture. À l'époque, on a créé le fameux plan national de développement PNDA, enfin tous les plans. Et l'idée était très simple, l'idée était de dire les années 90 ont été catastrophiques pour l'agriculture, pour les raisons qu'on connaît, et c'est bon de mettre de l'argent dans l'agriculture pour développer l'investissement, la production, etc., etc. Bon, ce qui fut fait, beaucoup d'argent a été mis là-dedans. Sauf que, on a oublié une dimension, ça c'est pas la responsabilité du ministère des Finances, ça c'est la responsabilité du ministère de l'Agriculture. On a oublié que quand on produit, il faut vendre. Et que si vous voulez garder la valeur ajoutée, vous avez intérêt à contrôler les circuits de commercialisation. Et voilà que nous sommes dans un pays dans lequel, pour être un peu provocateur, voilà un pays dans lequel la production agricole se développe et les paysans s'appauvrissent. La production agricole se développe, même les cerises de Tlemcen, c'est des Kéni.
Mais la valorisation, la mise en valeur, la valeur ajoutée, elle échappe totalement. Dans ce pays, j'exagère en disant totalement, il y en a qui sont arrivés à contrôler leur affaire. Eh bien, il n'y aura pas. Et ça, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Laïd Krobekher, passe son temps à rappeler, à juste titre, que l'inflation en Algérie, c'est le résultat des prix des produits frais. Ah, il le dit, mais tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il dit, ça, c'est Laïd Krobekher, la même chose. Et il a raison. La commercialisation agricole n'est ni des produits agricoles n'est ni organisée, ni régulée. Grâce à quoi? Le paysan produit et l'intermédiaire gagne. Ça, c'est une cause, je me permets de le dire fortement, c'est une cause fondamentale du sous-développement des territoires. Un territoire qui ne contrôle pas la valeur ajoutée agricole est un territoire destiné à rester pauvre. Et je peux vous en citer un paquet. Ce qui est valable pour l'agriculture, je ne vais pas vous étonner parce que vous le savez, ce qui est valable pour l'agriculture est valable pour l'activité de construction. Je répète que la dépense publique s'est déployée partout. Le président Bouteflika est allé dans les différentes wilayas, il a dit avec le ministre de l'Intérieur, il y a 40 milliards, il y a 30 milliards, bon. C'est sauf que moi j'ai suivi l'affaire après. Et je me suis dit, mais où sont passés les 40 milliards? Parce que moi je suis insomniaque, donc je passe mon temps à regarder les choses. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, le béton est resté dans les wilayas et l'argent est parti. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire on va construire un lycée Fetiert. Aïe, marhaba. Le président est passé, comme lycée. Halflous. Aïe, en avant. Le lycée va être construit par qui? Pas par une entreprise de la wilaya de Tiaret. Il va venir d'ailleurs. Parce que dans les régions, dans les wilayas où M. le Président de la République a déployé la ressource publique, il y a un déficit d'entreprises. En conséquence de quoi? Le béton est resté, le lycée est resté à Tiaret. Mais l'argent, il est dans un compte à Alger ou à Sétif, dans une autre wilaya. C'est ce que j'appelle la polarisation indue des ressources. Polarisation indue des ressources. Et donc, on a des wilayas avec des équipements publics financés par l'État, mais malheureusement, habsine. Alors, elle regarde les équipements publics, les maisons de la culture, les cliniques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme équipement public. Mais il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a même pas d'entreprise pour les entretenir. Donc, on a une situation où la dépense publique, je le répète fortement, parce que quand on va gérer la crise à partir de maintenant, il va falloir regarder ça de près. Hein. La dépense publique a polarisé les ressources. Dernière chose, dernière cause, et après je passe à que faire. Dernière chose, c'est la fragilité des instruments d'aménagement du territoire. L'État s'est mis en tête, à juste titre, qu'il y a quelques instruments qu'il faut promouvoir pour développer les territoires, notamment à l'intérieur du pays. Il y en a 3, il y en a beaucoup, à mon avis beaucoup trop, mais il y en a au moins 3 sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier instrument a été une initiative que j'ai prise à cette époque, la création d'un compte spécial qui s'appelait le Fonds de développement économique des hauts plateaux. C'est Matoubé. J'ai pris cette initiative tout simplement parce que les chercheurs qui connaissaient bien la steppe étaient venus me dire « c'est le wazir, il faut faire quelque chose, ça ne va pas là-bas ». Donc j'ai réfléchi avec eux, on s'est dit le mieux à faire c'est ce fonds de développement économique des hauts plateaux. Je dis bien, et j'ai bien spécifié dans l'arrêté qu'il s'agissait d'un décret, je crois, fonds de développement économique des hauts plateaux.
Et l'idée était de dire, ça va être un fonds qui va servir de levier. Levier financier pour faire ceci, pour faire ceci, pour faire cela. Et il y avait un groupe d'experts tout à fait compétents qui disaient, c'est le Waziratek Saha, on va pouvoir travailler. Les hauts plateaux, c'est pas rien. Hein. Vous connaissez les problèmes des hauts plateaux. Ça, quand ça va pas sur les hauts plateaux, ils sont beaux gars, fait des Quand je suis sorti du gouvernement, le fonds a été détricoté. Il n'a pas disparu, mais il n'a pas répondu aux objectifs que je lui avais fixés. Parce que le ministère de l'Intérieur de l'époque considérait que j'étais en train de piétiner leur plate-bande. Moi, je vous parle très franchement, donc faites-les faites. Ça veut dire quoi, piétiner leur plate-bande? C'est-à-dire que le ministre des Finances s'autorisait à être l'ordonnateur d'un fonds qui concernait les wilayats. Ah, on avait un problème institutionnel, qui demeure d'ailleurs. Le problème n'est pas réglé. Pas uniquement pour le fonds. Après, je vous dirai ma thèse sur l'agencement à ce propos des structures gouvernementales. Khala s'est dit non, on ne peut pas. Hein? Chami ou le Baghdadi. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, c'est le ministre des Finances. Mais le ministre des Finances ne peut pas être ordonnateur d'actions qui se passent dans les territoires. Au 31 décembre 2015, j'ai fait le point pour moi-même. Et j'ai regardé quoi? J'ai regardé à quoi a été utilisé l'argent du Fonds du développement économique des hauts plateaux. Eh bien, il a été utilisé à 95% pour les missions traditionnelles et à 5% pour les missions que j'avais rêvé de mettre en place. Donc l'instrument n'a pas fonctionné et c'est dommage. Deuxième instrument, je serai très bref, c'est cette fameuse politique de la mise en valeur des terres par la concession. Ça, c'est un bon instrument, en principe. Quand il y a des terres du domaine privé de l'État qui se trouvent notamment sur les hauts plateaux et dans le sud, eh ben, on va mettre en place un mécanisme qui permet de, etc., etc. Voilà. Très bonne idée. C'est une très bonne idée. Qui est d'ailleurs ancienne, elle ne date pas du président Bouteflika, c'est une idée ancienne qui date des années Chadli déjà. Seulement, en Algérie, une bonne idée, elle peut parfaitement périr dans les pratiques bureaucratiques. Donc on a distribué des terres. واحد عبى 300 هكتار واحد عبى 5000 هكتار والاخر عبى معليش مفيد غالي يتحركوا. Et l'État a apporté l'eau, l'électricité, la route. Ça coûte des sous. On n'a plus les moyens. C'est pour ça que je dis que ce mécanisme-là, parce qu'il n'y a plus les sous. Il n'y a plus les sous. Et donc, l'espoir était de dire l'État apporte l'eau, l'électricité et la route. Et le concessionnaire, c'est-à-dire celui qui reçoit le titre, il est et puis il commence à bouger. Alors pour être optimiste, je dois dire que dans certaines wilayats, ça a marché. Et je m'en félicite. Dans certaines wilayats, ça a marché. Dans d'autres wilayats, ça n'a pas marché du tout. Mais vraiment, du tout. Pourquoi ? Des circonstances et puis les histoires de concession ne valent que par la qualité de l'administration locale qui s'en occupe. Soit vous avez un directeur des services agricoles qui est c'est ça qu'on dit. Soit vous avez un DSA. Moi je respecte tout le monde, je respecte tous les Algériens, mais ce qui m'intéresse c'est le résultat. Soit vous avez un directeur des services agricoles qui regarde passer le train, ce qui a alimenté des pratiques anti-économiques, pour ne pas dire plus. عطيوه 5000 هكتار وتفرجوا فيه ويجي الوقت اللي نشوفوا.
Donc, ça, c'est un instrument qui existait, mais qui a été... L'autre instrument, mais ça, je ne développerai pas, c'est pas que je ne peux pas le développer, mais c'est un peu long. L'autre instrument, c'est la politique de l'eau. Le mât. C'est important, l'eau. C'est important pour les villes, c'est important pour la campagne. Et alors, on s'est lancé dans la fameuse politique de dessalement de l'eau. Très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente l'offre pour faire face, surtout dans les régions qui en ont besoin, aux insuffisances hydriques, etc., etc. Bon, très bien. Ça n'a pas marché. Enfin, non, pardon. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, il faudrait 1 heure de temps pour discuter de la question de la production et de l'allocation des ressources en eau dans notre pays. Les villes prennent trop. Et monsieur le directeur général de l'ADE, il y a 3-4 jours, il y a 1 litre sur 2 qui n'est pas payé. Ah bon, hein? Ah bon, hein? C'est-à-dire, l'État se saigne. Je dis bien, l'État se saigne pour construire des unités de dessalement, pour équilibrer les offres et les demandes et faire de l'interrégionalité, ce qui est important pour le développement des territoires. Et puis, monsieur le directeur général de l'ADE, c'est pas lui qui est responsable. Hein. C'est loin de là, m'skin. Chaque fois que je mets 2 litres dans le tuyau, il y en a un seul qui m'est payé. Ah bon, hein? Je ne rentre pas dans le problème de la politique de l'eau, parce que qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Alors, à partir de là, j'ai combien de minutes encore? Parce que je peux m'arrêter. 5 minutes. 5 minutes, que faire? À mon avis, il y a 4 impératifs, et je ne fais que les énoncer. On peut en discuter. Vous allez avoir 1 heure de débat. Ah ben c'est magnifique. Donc posez-moi des questions sur les impératifs. Hein. La première chose qui est indispensable, c'est de bien se mettre dans la tête que la ressource publique va être rare. Et que si nous devons développer les territoires, il faut les développer quasiment à ressources constantes. C'est-à-dire, si on dit à ressources constantes, ça veut dire qu'il faut redéployer. Il faut redéployer. Je laisse au débat les modalités du redéploiement. Si je dis à ressources constantes, eh bien, à ressources constantes, il faut que je redéploie si je veux déployer, si je veux rattraper les territoires qui perdent. Et on sait faire ça. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Deuxième impératif, réfléchir très sérieusement à une stratégie de recul de l'investissement public. Chose macage. Et on est parti pour une longue période. Sauf à laisser chanter ceux qui disent « Ah ouais, là, on va s'endetter. » Ah oui, hein? Slim, il aime bien ça, hein? L'endettement. Moi, je veux que Slim... Attendez, je vais rassurer Slim tout de suite. Endette-toi, mais gagne les devises pour rembourser ta dette. On est d'accord. On est d'accord. C'est ça le principe. Mais je vais endetter des gens, Allah ma'ando sordi beshi khalas. Je suis très sérieux sur cette question parce que Khalek Benachnou a dit que l'endettement... Non, je ne suis pas contre l'endettement. En général. Endettant les opérateurs qui peuvent rembourser. Et celui qui ne peut pas rembourser, il est tranquille. Allez. Parce que moi, j'en ai vécu des crises d'endettement algérien. Et la première obsession que j'ai eue en arrivant au ministère des Finances, c'est de désendetter ce pays. Si on n'avait pas été désendetté à Sameir actuellement, on serait où? Hein? On serait en train de faire la Manche. Ce que je suis en train de dire, travaillons à ressources internes. S'il y a un peu d'endettement, Slim, là, il veut s'endetter. Roh, Slim, endette-toi. Prends le risque et tu rembourses avec tes gains. Donc, je suis très flexible. Mais est-ce qu'on va endetter des entités publiques qui n'ont aucune capacité de remboursement?
ou est-ce qu'on va endetter des entités privées massivement tournées vers le marché intérieur et qui sont pour l'instant dans l'incapacité de gagner 3 euros? C'est des problèmes très sérieux. Ah, voilà. Et donc, on arrive à qu'est-ce que c'est que la stratégie d'ouverture de notre économie de nature à nous produire des ressources externes. Je répète, quelle est la stratégie économique de notre pays de nature à nous produire des ressources externes? Mais là, on est actuellement à la réflexion 15. Aussi bien dans le secteur des hydrocarbures que dans les autres secteurs. Voilà, donc premier impératif, deuxième impératif, troisième impératif. J'ai parlé de stratégie de recul de l'investissement extérieur. Je suis très préoccupé quand j'entends un certain nombre de responsables dire il n'y a pas de problème, on va continuer ce projet, on va continuer ce projet, on va continuer ce... Eh, le Hajj, qui est-ce que tu veux continuer le projet? Voilà, ah, je vais m'endetter. Ah oui, hein? 1. L'Algérie n'est pas éligible à ce qu'on appelle les crédits concessionnels. On n'est pas éligible. Point. On n'est pas éligible. 2. On est éligible à des crédits bilatéraux, mais les crédits bilatéraux ont ceci de particulier, 100 euros, au prix que moi je décide, à la qualité que moi je décide. Et ça, on en a payé des crédits liés avec toutes les difficultés qui vont avec. Donc, il faut faire autre chose. En matière de développement territorial, eh ben, il faut des innovations financières, des innovations institutionnelles, des innovations économiques. J'ai plus le temps d'en parler. Dans le débat, on peut en parler. J'ai terminé parce que l'homme qui veut s'endetter, il ne veut même pas que j'ai une dette de temps avec lui. Merci. Dès que vous mettez votre micro. Donc merci, en fait, la parole est à la salle. Je suis convaincu que les débats vont être très chauds. Non, chaud, parce qu'il y a des questions, il y a des questions qui nous interpellent. Alors, juste, on prend, j'aime bien moi rythmer, on prend 3 questions. Monsieur Benachnou répond, on reprend 3 questions. On a combien de temps? Et on a une heure de débat. Je m'arrête à 1 heure pile. Ceux qui n'auront pas posé leurs questions, c'est qu'ils n'ont pas pris de temps ou qui n'ont pas posé leurs questions à temps ou qui ne sont pas arrivés à temps. Allez, on y va. Première question. Merci. Donc, je vous remercie pour ce thème très important qui vient d'être abordé. Pardon. Pas de commentaires avec les questions, comme ça tout le monde va pouvoir poser les questions. Merci beaucoup. Très bien. Donc, pour ce qui me concerne, moi, je vous nous posais un petit peu le problème des territoires en Algérie. Qui êtes-vous, pardon? Monsieur Rachid Tredi, consultant. Voilà. Donc, pour ce qui est des territoires, ils sont très mal définis en Algérie. Est-ce qu'il ne faudrait pas définir d'abord ce qu'on entend par territoire? L'Algérie, comment voit-elle ces territoires? Est-ce qu'elle les considère du point de vue politique ou bien du point de vue économique? Et puis, tout à l'heure, vous nous aviez dit que les contours du territoire ne doivent pas épouser un petit peu les contours de wilaya ou de... Donc, ne faudrait-il pas, à ce moment-là, penser pour dire en Algérie comment doit-on définir ces territoires? Est-ce qu'en fonction des potentialités ou bien en fonction de certains aspects de région, liés aux régions? Il faut savoir aussi que ce territoire est un espace, est un mode pertinent de développement qui a été mis en place en France à partir des années 90. Donc le concept a très bien réussi et à partir de 2000, il a été transposé en Algérie à travers le programme Datar, en Algérie, au Maghreb et en Tunisie. Mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait des préalables et des conditions pour que ce modèle puisse réussir? Parmi ces conditions, nous avons la décentralisation des politiques publiques territoriales sur lesquelles il faut se pencher sérieusement et ouvrir un chantier là-dessus, et la mise en place du système de gouvernance territoriale. Merci.
Aziz Nafa du CREAD. Bonjour et félicitations pour votre présentation et cet ouvrage. Et voilà, donc moi je voulais revenir sur l'étude des territoires, puisque nous avons eu dans le cadre des PNR, des projets nationaux de recherche, à développer la thématique des développement des territoires et essentiellement les territoires technopolitains. Donc nous avons travaillé, nous sommes partis d'une hypothèse, est-ce qu'un territoire peut se développer d'une manière donc, processuelle, naturelle, en lui apportant les infrastructures nécessaires, ou bien développer un territoire et la question de l'État. Donc laisser l'État faire d'un territoire un territoire technopolitain pour que celui-ci donc, se développe d'une manière pérenne. Donc nous avons trouvé en résultat de cette recherche le territoire technopolitain développé tel que BBA et CETIF, ce sont des territoires qui se sont développés d'une manière normale en générant de la valeur ajoutée et en générant de la richesse. Contrairement à Sidi Abdallah qui est un territoire totalement organisé, produit par l'État, se voit donc aller vers plutôt, je dirais, une décadence. On ne sait pas quel serait l'avenir. Donc ma question, j'arrive, est-ce que selon donc, vos définitions et tout ce travail historique qui a été fait sur le territoire, serait intéressant d'aller justement vers une politique territoriale dédiée essentiellement aux localités, donc au développement local, par le biais des compétences locales, ou bien serait donc la question de l'État pour décider de quel territoire serait et quelles compétences à mettre sur ce territoire. Ma deuxième question, la délocalisation, est-ce qu'il serait intéressant de prévoir justement la délocalisation de la fiscalité, puisque c'est l'État qui récupère la fiscalité des territoires et la redistribue. Maintenant, est-ce qu'il est, à mon sens, plus intéressant que l'État délocalise cette fonction de recettes fiscales auprès des territoires et envisager éventuellement un regroupement territorial pour le développement des infrastructures. À titre d'exemple, en prenant des localités riches par leur capacité à produire de la richesse et des territoires pauvres par leur faiblesse en infrastructure, donc se mettre en commun pour développer des projets au niveau de ces territoires. Et je vous remercie. Bonjour, Farid Bourenani. Vous avez failli évoquer le sujet de Hamdania, le port de Chachel, mais vous l'avez oublié à la fin. Ça, c'est payant. Ça, c'est payant. Mais je devine à peu près votre avis. Vous êtes contre l'endettement hasardeux. Ici, nous avons un port qui recourt à un financement chinois, dont on parle de 3,4 milliards de dollars, à savoir on va doubler le reliquat de dette que nous avons aujourd'hui, qui doit être d'environ 3 milliards. On va sur un seul projet, la passer à 6,4, dans une zone enclavée, propriétaire chinois, gestionnaire chinois, propriétaire à 49%, mais avec un pacte d'actionnaires, et un partenaire algérien qui est une coquille vide. Or, si vous étiez encore aux finances, accepteriez-vous ce type de projet ? Sur l'histoire de Chachel, je reviendrai très rapidement. Sur l'histoire de définir les territoires, et savoir qu'est-ce qu'on met dans un territoire et qu'est-ce qu'on met dans la gouvernance d'un territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Très franchement, il y a une littérature abondante sur la question. Notamment, le ministre Rahmani a travaillé quand même pendant de nombreuses années à nous produire, et il avait raison de le faire,
ce qu'on a appelé le schéma national d'aménagement du territoire et ensuite les schémas régionaux de l'aménagement du territoire. Et c'est un travail qu'il faut consulter parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'expertise a été mobilisée et on n'a pas le droit de jeter comme ça le travail qui a été effectué ça a duré presque 8 ans me semble-t-il. C'est bien ça, 10 ans. Allez, donc c'est un travail qu'il faut consulter comme un des éléments de référence. Moi j'ai une démarche légèrement différente que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas avoir une réflexion sur le territoire, ni sur les frontières entre territoires, ni sur la gouvernance des territoires, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sans se poser cette question minimale qui est de dire à quoi voulons-nous que l'Algérie ressemble dans 50 ans, Inch'Allah, ou moins dans 30 ans. Et sur ce point précis, les avis divergent. Et donc, c'est comme si un travail d'amont n'a pas été fait au profit d'un travail d'aval qui a été fait dans lequel il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses très utiles. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée est qu'il faut regarder cette Algérie de dans 20-30 ans comme une Algérie de services productifs. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un topo sur l'industrie et je vais vous dire très très franchement et de façon, même si je déplais un petit peu à Slim, mais lui il est sauvé par le gong. Je ne crois pas beaucoup moi aux discussions sur l'industrie, vous allez voir ce que vous allez voir. J'y crois pas. Je m'en suis expliqué publiquement. Ce sont des illusions et il faut combattre les illusions. Alors, si nous devons garder précieusement au moins 2 types d'industrie. Celle de Slim, parce que c'est le président de CAR, il faut faire attention à Slim. C'est-à-dire, disons, la filière agroalimentaire, dans sa totalité. Vous permettez que je vous interrompe 2 secondes Oui. sur ce sujet parce que vous avez parlé juste... Oui, allez-y. Vous avez abordé la question de la fuite de valeur et la disparition de cette valeur au profit des intermédiaires. Ce qui se passe... Oui. Il marche bizarrement. Ce qui se passe réellement, c'est que les industries intermédiaires dans l'univers agroalimentaire n'existent pas en Algérie. Donc forcément, l'agriculteur est face à soit le consommateur final à travers l'intermédiaire, soit rien. Et donc, oui, on peut capter de la valeur, on peut la maintenir, et cette valeur-là, on peut aussi en exporter. Donc, il y a tout un univers qui n'est pas développé et pour lequel il n'y a pas encore une prise de conscience, parce que je ne sais pas pourquoi, on est extrêmement focalisé exclusivement sur un seul et unique secteur, l'automobile. Il y a une maladie, je ne sais pas comment on va la traiter, mais ça va se soigner. Ça, c'est l'automobile, c'est le complexe du pauvre. Ça a toujours été là. L'automobile, c'est le complexe du pauvre. Moi, je connais l'histoire économique d'un certain nombre de pays. Celui qui fabrique pas l'automobile, je suis pas développé. Tu n'as rien du tout, même si tu fabriques l'automobile. C'est le complexe du pauvre. Ce que je veux dire, je ne crois pas à un développement industriel rapide en Algérie. Je n'y crois pas. Sur toi, et puis je peux le démontrer. Bon. Sous réserve de préserver, mais alors en suivant ce que Slim vient de dire, sous réserve de préserver la filière agroalimentaire avec une intégration locale très forte, que nous n'avons pas, il vient de le dire. Bon. L'autre filière qui me paraît tout à fait importante à préserver, mais alors là on rentre dans le cœur du réacteur nucléaire, c'est la filière de la construction. Et quand je dis filière de la construction, je dis il faut bien loger les Algériens, pas de la façon dont nous le faisons, d'une autre façon. Et donc il faut regarder cette filière, toute la filière, y compris les équipements nécessaires pour que... Nous sommes loin, c'est une filière totalement désorganisée et permettez-moi de vous dire, dans beaucoup de cas, totalement corrompue. Il faut qu'on se parle entre Algériens.
Slim, silence total. ما قلتش. Donc, sous réserve de réfléchir à ces deux filières, je reviens au problème de territoire. Il faut bien qu'on se dise, bon, si on exclut l'industrie manufacturière, il ne faut pas rêver. Si on exclut la valorisation des ressources naturelles, il ne faut pas rêver. Si on exclut ça, parce que faites notre train. Le train, faites. Il faut donc aller à l'essentiel de l'industrie, c'est ce que j'ai répété, sans oublier les médicaments. Mais là, qu'est-ce qu'il y a à faire aussi? Donc, soigner, nourrir et loger les Algériens. C'est clair, c'est simple. Boumediene, il a rêvé de ça. Ben, réalisons le rêve de Boumediene, c'est aussi simple que ça. Si on enlève ça, restent les services. Restent les services. L'Algérie des services. À quoi peut ressembler dans 30 ans l'Algérie des services? Service aux ménages, service aux entreprises. Qui dit service aux ménages dit beaucoup de choses. À la fois service aux ménages algériens, mais au service aux ménages internationaux. Tout ce qui tourne autour de l'exportation de tourisme, de l'exportation de soins, de l'exportation. Enfin, Cuba, plus socialiste que nous, c'est pas possible, tu meurs. On réussit une ouverture formidable du secteur des services. Hadak Raoul Castro, hadak Sid, paraît complètement givré. Ben, il n'est pas givré du tout. Il sait exactement ce qu'il veut. Donc, Algérie des services. Mais alors, si on parle d'Algérie des services, on va rencontrer un problème qui n'est pas petit, qui est le retard que nous avons pris, parce que le retard que nous avons pris en économie numérique. Un travail magnifique. Je parlais tout à l'heure de ce qu'a fait Rahmani et son équipe. Je voudrais aussi parler de ce qu'a fait un ancien ministre des PTT et les gens qu'il a réunis autour de lui pour faire ce qui a été appelé à un moment la e-Algérie. Il y a des gens dans la salle qui connaissent parfaitement ça 10 fois mieux que moi. La e-Algérie. Où en est-on dans la e-Algérie, ya ibadallah? Où en est-on? Pourquoi je parle de e-Algérie? Parce que il me paraît indispensable de recommencer à recoudre les fils. Et arrêtons les luttes bureaucratiques. Il a هضر فلان ما فيها فايدة. ولا هضر في لسان هذاك الناس ملاح. كيفاش؟ هذاك ماشي مليح والآخر مليح. Au nom de quoi? Tu juges au nom de quoi, toi? Alors je fais vraiment un appel public à raison. Tricotons et Algérie. On en a besoin pour les territoires. On en a besoin partout en Algérie, on en a besoin. Si vous êtes chef d'entreprise, Slim, vous êtes la chance, vous êtes là à côté d'Alger, si vous êtes chef d'entreprise à l'intérieur du pays et que vous attendez la bouche ouverte que Internet se débloque, je peux vous citer 15 cas pour ceux qui ne me croient pas. En 2016, j'attends, moi chef d'entreprise, j'ai un outil de production, j'ai des relations internationales, etc. J'attends un jour, 2 jours, 3 jours que Internet se débloque. Alors je reviens aux questions sur les territoires. Prenons position sur le fond. Combien d'industries? Pourquoi faire? Combien de services? Pourquoi faire? Et après on décide les territoires que vous voulez. C'est une réflexion d'amont qu'il nous faut. Et à ce moment-là, si vous dites je vais à Gherdaya, mettez l'internet parce que l'artisanat le secteur public a ruiné l'artisanat à Gherdaya et à Tlemcen. À Tlemcen, on exportait, vous savez combien de mètres carrés par an? À Tlemcen, on exportait 500 000 mètres carrés de tapis par an. جا سي بومدين الله يرحمه وبلاد عبد السلام معاه الله يذكره بخير عشينا ما كان والو. L'emploi a dégringolé à Tlemcen comme il a dégringolé à Gherdaya, etc. C'est un sujet que je n'ai pas voulu aborder tout simplement parce que les activités artisanales ne devenaient plus concurrentielles vis-à-vis des activités publiques. Et donc,
a disparu. C'est la même chose à l'heure actuelle pour l'activité agricole par rapport à l'activité criminelle sur les wilayas frontalières. الحلابة يمشي يخدم لك الفلاحة ça va pas, non? Donc on a de vrais enjeux d'aménagement du territoire. De vrais enjeux d'aménagement du territoire. Donc la question, je réponds à votre question sur qu'est-ce qu'on fait du territoire, etc. Commençons par régler l'amont, sérieusement. Et à ce moment-là, vous verrez par vous-même qu'au-delà du découpage administratif actuel, vont se dessiner naturellement des territoires. Autour de bassins agricoles puissants, autour de bassins universitaires puissants, parce que, oh mamoline, quand vous allez les engager dans la Algérie, voilà, vous avez, à ce moment-là, on peut réfléchir valablement à ce que pourrait être un découpage territorial. Actuellement, la réflexion sur le découpage territorial elle est purement bureaucratique. On a trop de daïra. Moi, je suis d'accord. On pourrait passer de, combien on a de daïra? 430. On pourrait passer à 150 sans aucun problème. Non, les communes sont 1536. 1536 communes. Les daïras, 400, 500. 512. Et on passe de 512 à 150. Sans problème. Et on élimine les chefs de daïra dans les chefs de... Et on élimine les daïras qui ont une seule commune. Il y a des daïras qui ont une seule commune. Là, je suis fait une daïra, une commune. Et puis des daïras qui sont dans les chefs-lieux de wilaya où le chef daïra est dans les chefs-lieux de... Bon, mais ça, c'est de la simplification administrative. Ça ne règle pas le problème du territoire. Et je dis que le découpage territorial doit être conséquent de ce qui va être dessiné en termes de configuration des structures productives régionales. C'est tout. Mais faire le problème à l'inverse, je finis rapidement, sur le port. Vous savez, est-ce que vous savez, je suis sûr que vous le savez, que la productivité physique des ports algériens est très faible. Très faible. On appelle productivité physique le volume qui est manipulé. Bon. Manque de quoi? Je ne sais pas. En tout cas, la productivité est faible. Alors, je me suis posé cette question. Les économistes, je suis un hable, la belle monsieur qui a posé la question. Ferdin. Comment est-ce? Bourlani. Les économistes sont un peu agités de la tête. Ils se posent toujours la question, quand j'ai un choix à faire, quel est le critère de choix? Faut-il élever la productivité des ports existants avant de se lancer dans la construction d'un nouveau port? En principe, c'est oui. J'élève la productivité des ports qui existent avant de me lancer dans la construction d'un nouveau port. Mais on peut me répondre, attention, le nouveau port a des caractéristiques telles que même si vous élevez la productivité des autres ports, celui-ci, il est spécifique. Spécifique. J'attends la démonstration marchande. Quel est le marché de ce port? Et si les Chinois y tiennent tellement à payer en concession, ils jouent plus sans endettement. Donc à faire ça eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? حبيت aéroport, c'est من Pékin. حط فلوسك, construis-le, exploite-le, وراني عقابك, راني نتبع معاك. Je te mets un administrateur, je mets 2% du capital de la société ونتبع واش كاين. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois qu'on parle d'endettement actuellement, c'est Bournani. Chaque fois qu'on parle d'endettement, et je ne suis pas le seul, quelques personnes sont dans la salle. Je me rappelle cette période où il fallait aller mendier dans le monde arabe pour nourrir les Algériens. Vous êtes né après 85 ou là avant? Mais allez. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand on définit une stratégie d'endettement, il faut se dire à quoi sommes-nous éligibles au plan international? Quels sont les acteurs économiques locaux éligibles? J'en ai déjà trouvé un. Quelles sont les capacités de remboursement de cet acteur-là? Nous avons un problème du côté de Sonatrach, et s'il fallait faire quelque chose
avant de se lancer dans des spéculations, il faut regarder la situation financière actuelle et prévisible de notre société pétrolière, savoir comment vont évoluer les choses, quelle est sa force de frappe, comment conforter sa force de frappe pour rester présent sur le marché si nous voulons rester présent sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon opinion. Le Chinois veut un port. Il estime qu'il a un marché. Là, c'est à l'aller. Donnez-lui une concession et qu'il le construise lui-même. Là, c'est à l'aller. Pourquoi est-ce que moi, je vais engager les finances publiques et l'endettement extérieur? Monsieur le Chinois, vous êtes très fort. Vous êtes en mesure de concurrencer Tanja et vous êtes en mesure de concurrencer Malte. Et là, c'est à l'aller. Parce qu'un port est une infrastructure de souveraineté. Dans le monde, on ne la donne jamais. Les Grecs n'ont pas donné aux Chinois? Il faut paniquer, les amis. Je sais, mais on peut trouver toutes sortes de solutions juridiques. On peut trouver toutes sortes de solutions juridiques, mais il faut qu'on évite solution juridique موجودين. Trouver la solution juridique. جيب الفلوس mais là quand بفلوس تاعي. Ici, on a peur de l'endettement. Ce modèle économique dans lequel nous sommes en train d'évoluer, de vivre, qui n'arrive pas à évoluer et qui n'arrive pas à dépasser ces fameux dogmes, Oui. d'accord. Et quand on met en perspective la croissance démographique, inéluctablement, enfermé dans ce modèle, nous irons vers de l'endettement. Je suis d'accord. Non, il n'y a pas de. Je suis d'accord, c'est On pour est ça. enfermé dans un modèle qui n'est pas ouvert au monde. Oui, non, mais on le sent. non, chauffe. Ce que je dis, Slim, mettons-nous un chiffre en tête, $50. 50 dollars. 50 dollars. Vivons avec 50 dollars. Quand je dis vivons avec 50 dollars qui alimentent la ressource publique, ça veut dire qu'il faut mobiliser les autres robinets. Puisque le robinet principal, نشف, نشف ويبقى ناشف. Parce que les gens se disent, non, il n'y a pas de problème, il suffit de faire le dos rond et après quelques années, hakma. Regardez, soyez sérieux. Soyez sérieux au sens de faisons une vraie mesure de l'évolution du marché. C'est en ce sens. Quand je dis soyez sérieux, moi je n'insulte personne. Je dis simplement, faisons une vraie mesure de l'évolution probable du marché et ajustons notre politique budgétaire et notre politique financière globale à cette donnée. Elle est là. On est à 30, notre 50. Ensuite. Alors, on a mis 30 minutes pour répondre à 3 questions. Donc, on va réajuster un tout petit peu notre style. C'était important. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci, M. Benachnou, pour votre communication. Moi, j'aurais une information complémentaire à apporter par rapport aux sources d'information que vous avez citées, c'est-à-dire le recensement de 2011 et les statistiques fiscales. Je dois vous signaler qu'il y a eu une carte de la pauvreté qui a été faite, qui a fait l'objet d'une actualisation et qui a identifié un certain nombre de communes qui sont classées comme étant les plus pauvres d'Algérie et qui se situent dans leur écrasante majorité dans les hauts plateaux et le Grand Sud. Donc il est probable que l'Ouest figure parmi les régions qui ont été un peu distancées sur le plan agricole, mais les grands déséquilibres, on sait où ils se trouvent, c'est à ce niveau-là. Alors, il y a un chiffre qui a été déjà avancé il y a très longtemps, 80% de la population vit sur 1% du territoire qui se trouve être au nord du pays, et donc la concurrence ne sera pas seulement sur les ressources rares en termes de dollars, 50 dollars, mais sur la terre. Parce qu'il faudra choisir entre construire pour habiter ou cultiver pour manger. Ça, c'est un problème absolument fondamental. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que vous pensez, au niveau des recommandations que vous alliez faire, au niveau de l'innovation, qu'il faut tenir compte uniquement de la contrainte
financière, 50 $, ou est-ce que ce n'est pas seulement un problème de ressources? Le problème de l'Algérie n'a jamais été un problème de ressources, mais plutôt un problème de compétences. Donc les compétences peuvent peut-être compenser la faiblesse des ressources. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à la décentralisation. La décentralisation qui peut aller même vers une régionalisation. Et là, il y a encore un obstacle psychologique ou doctrinal ou dogmatique qui consiste à dire si on va vers la régionalisation, il y a des risques pour que l'unité nationale éclate et donc il vaut mieux rester dans un système hyper centralisé. J'aimerais bien avoir votre réaction sur ces questions. Juste. Sois clément, hein. Non. Je voudrais juste nuancer votre jugement sur l'impact de l'université sur le développement local. Il y a une étude statistique à laquelle j'ai participé, c'est une étude longitudinale, donc historique et corrigée par la population, qui a montré une corrélation forte entre la présence de l'université et la création d'entreprises. Je suis d'accord avec vous que la création d'entreprises ne veut pas dire développement. Mais en tout cas, cette statistique existe aujourd'hui. On peut faire cette corrélation, et c'est tant mieux que ça soit ainsi. Ensuite, deuxième observation, c'est un peu cette question, d'ailleurs ça a été posé, on a stérilisé des ressources au niveau central dans les comptes spéciaux du Trésor, et vous avez cité un cas, je peux vous donner un deuxième et un troisième cas. Il y en a 5 ans. Non, ceux qui sont destinés au territoire. Je m'arrête à ces 3 ou 4. Le Fonds national de l'attractivité du territoire, qui a été consommé à 3 ou 4%. Le deuxième fonds, c'est celui qui a existé depuis longtemps et qui concerne le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, et que cette année, c'est dans ce compte spécial qu'on a puisé pour financer le déficit du Trésor. Donc vous voyez des questions d'allocation de ressources au niveau central. On a mis de l'argent dans des fonds spéciaux et qu'on n'a pas utilisé, et qu'aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes, il y a une année, a montré ces fonds qui ont été stérilisés pendant plusieurs années, et maintenant on les utilise pour financer le déficit du Trésor. Voilà une injustice institutionnelle. Voilà, au nom des territoires, on a mis de l'argent, mais les territoires n'ont pas consommé cet argent. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est anormal cette situation? Parce que les économistes, comme les juristes, trouvent des solutions faciles de dire j'ai de l'argent, je l'affecte dans des comptes. Mais je crois que les géographes sont plus intelligents, puisque les géographes travaillent sur la dynamique des territoires, sur l'effectivité des territoires. Et je pense qu'on a intérêt à écouter un peu plus les géographes et les aménagistes. Donc malheureusement, on ne pourra plus prendre d'autres questions. Parce qu'on a 20 minutes là, de réponse, à moins que... Il y a évidemment toutes les questions. Je vais prendre les questions de Néo qui, comme d'habitude, le micro, s'il vous plaît. comme d'habitude, a raison. Sauf que, sur sa première question, la fameuse étude longitudinale qui essaie d'établir une corrélation entre le développement de l'université et le développement de la création. Ah. Malheureusement, création ne veut pas dire développement. Et je voudrais attirer l'attention de M. Mirhoub sur le fait que cette étude longitudinale et les statistiques sur lesquelles elle se base prend pour base ou appui les créations d'emplois sous ANSEJ et sous ANEM. Yes, c'est le Mirhoub. Ma réponse est claire? On ne peut pas réellement parler de développement de la création d'entreprises si on n'isole pas cette catégorie qui s'appelle ANSEJ, ANGEM, toutes ces choses-là. On ne peut pas. Non pas que je sous-estime qu'ils ont pu, dans une certaine proportion, etc., régler certains problèmes,
mais c'est un sujet que je suis dans le détail avec le banquier, avec les banquiers. Et je peux vous garantir à ce numéro qu'on est loin, il y a loin de la coupe au lait. Sur le deuxième sujet qu'il a évoqué, évidemment, il a totalement raison. Et je vais même aggraver son cas. En disant que non seulement nous avons centralisé ces ressources-là en dehors de leur objet pour le financement du déficit, mais on en a centralisé d'autres, qui sont l'argent justement des collectivités locales. Si vous regardez la ligne relative au financement, la structure du financement du déficit du Trésor, vous allez trouver ce que vous avez dit, avec une accélération des décaissements, et vous allez trouver aussi le fait qu'un certain nombre d'années, des années qui viennent de s'écouler, on a aussi utilisé l'argent des collectivités locales qui leur revient du fait de la structure actuelle de la fiscalité, tape pour l'essentiel et une part de la TVA importation, parce que TAP et TVA importation, je réponds par la même occasion à la question sur la fiscalité locale. Il faut revoir l'architecture de cette fiscalité locale de fond en comble. Dans cette optique dont je parlais tout à l'heure, de regarder maintenant les ressources pratiquement constantes. Donc pour déployer. Mais ce que je veux dire à Numéro, c'est que cette fiscalité locale telle qu'elle est a permis d'alimenter le financement du déficit du Trésor, faute d'absorption locale. Alors à ce moment-là, on est un peu la tête, marche sur la tête. Voilà de l'argent qui est destiné à conforter le développement des territoires et qui, in fine, en réalité, finit au financement du déficit du Trésor. Ça peut pas marcher. Surtout lorsque vous revenez à la question des compétences. Je ne sais pas qui a posé la question des compétences. C'est une question évidemment centrale. Comment réallouer et utiliser de façon valable dans un contexte de contraintes financières qui va être le nôtre dans les années, sans mobiliser les compétences pour intensifier le modèle. Parce que le modèle algérien, dans sa totalité, et là je sais que les économistes vont me rejoindre, c'est un modèle extensif. Extensif dans l'agriculture, extensif dans l'industrie, extensif partout, il est extensif. Extensif dans les finances publiques. Donc si je veux intensifier le modèle, c'est-à-dire produire plus avec la même quantité d'argent, il me faut un autre facteur de production. Dans la fameuse fonction de production. Si j'ai moins de capital, il faut que je mobilise la main-d'œuvre qualifiée. C'est tellement simple, les économistes savent ça depuis qu'ils sont en première année de licence. Ça veut dire que quand je parlais à ressources financières publiques constantes, il faut bien maintenant intensifier la fonction de production dans tous les domaines. Je parlais tout à l'heure d'équipement, de gestion des collectivités locales. C'est évident que la fonction de production des collectivités locales est bloquée. Pas assez de compétences. Je ne suis pas en train de critiquer aussi Y, c'est un constat. Pas assez de compétences pour l'argent qui se manipule. La preuve, l'argent reste au centre. Ça veut dire que la fonction de production est bloquée. Alors, on en vient aux questions qui fâchent, qui a été posée concernant l'endettement extérieur encore. Donc, sur la fiscalité locale, je crois vraiment qu'il faut qu'on travaille très sérieusement. Se poser la question de savoir pourquoi nos territoires sont pauvres, beaucoup de territoires sont pauvres, alors que l'argent n'est pas dépensé. Ça veut dire que la fonction de production est bloquée. Vous voyez ? Et du coup, je ne peux pas reprocher au ministère des Finances, quand il veut financer le déficit, de reprendre ce qu'il y a dans les tiroirs. Je veux dire, je l'aurais peut-être fait, mais même, je ne sais pas. Mais c'est là. Sur l'endettement extérieur, je crois que là, on a un vrai problème. Je disais tout à l'heure que va à l'endettement celui qui peut rembourser.
D'où mon développement sur Shell. Et je suis sûr qu'on peut trouver les accommodements juridiques avec nos amis chinois pour trouver la bonne solution. Alors, il y a des experts qui travaillent sur ça matin et soir. Sur comment concilier un type de financement avec un processus de décision. C'est de ça qu'il s'agit. On a le même problème dans les hydrocarbures. Vous savez que le secteur des hydrocarbures a vu son attractivité s'effondrer, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé le bon équilibre entre celui qui apporte l'argent et celui qui veut contrôler. Et celui qui apporte l'argent, il ne veut pas que tu le contrôles trop. Parce que métier, donc il faut trouver la bonne combinaison, la bonne souplesse. Concernant les sociétés en question, très franchement, je ne vois pas quelle source de financement, y compris avec la garantie de l'État, va s'engager à les financer. Je dis bien y compris avec la garantie de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant, et CCR le sait beaucoup mieux que moi évidemment, il y a maintenant ce qu'on appelle BAL 3. BAL 3, c'est les règles de supervision bancaire dans le monde. C'est comme ça. Et BAL 3 dit quoi? BAL 3 dit que quand vous faites un crédit, assurez-vous d'un certain nombre de choses. En matière de contrôle interne, qu'évidemment les prêteurs vont regarder. Et BAL 3 dit, quand un prêt est donné avec non pas la signature propre de l'entreprise, mais la signature du souverain, comme on dit, assurez-vous que le souverain est noté. Assurez-vous que le souverain est noté et qu'il est bien noté. Quand j'étais aux finances, je suis désolé Slim de rappeler des choses, mais nous sommes dans un pays. Ce n'est pas moi qui compte, c'est le pays qui compte. J'ai demandé qu'on fasse une notation. Chacun s'en souvient. On fasse une notation parce qu'il vaut mieux faire une notation qu'une notation qui est bride. On n'a pas fait de notation pour des raisons qui étaient particulières à l'époque et nous nous retrouvons donc actuellement sans notation. On peut demander, comme le sait très bien CCR, une notation clandestine, enfin clandestine, cachée. Ils appellent ça non sollicitée. L'Algérie ne demande pas, mais l'ARD, elle est comme trouvez-nous une notation. Compliqué. Compliqué. Je reviens à $50. Parce qu'au fond, quand on va dire l'État garantit l'emprunt international de Sonelgaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Sonelgaz ne paye pas, l'État paye à sa place. L'État paye à sa place, pas avec des dinars, il va payer avec des dollars ou l'akdebt. Et à ce moment-là, on va lui dire, c'est quoi la notation de l'État? Ou khallinam la notation de l'État, c'est quoi son pouvoir d'achat international sur la durée du prêt? C'est quoi le pouvoir d'achat international de l'État algérien sur la durée du prêt? Et on rentre dans des considérants qui me paraissent complexes. Et à mon avis, il y a d'autres voies et moyens de financer et surtout de ne pas alourdir la facture d'investissement de la pauvre Sonelgaz qui n'en peut plus pour que les Algériens se fassent plaisir. BAL 3. Capture. C'est ça. Capture du produit. Capture du produit. Mais les premières cargaisons que tu vends, est-ce que nous sommes... Ça s'appelle le nantissement. Moi, j'appelle ça capture. Donc, on est dans une situation qui est vraiment très compliquée, CCR. Très compliquée. Donc, il faut au moins avoir un dialogue sur ces choses-là. Au moins avoir un dialogue avant de s'engager. Nous avons fini. On peut prendre 2 questions, il nous reste 9 minutes exactement. 9 minutes. Allez. La torture n'est pas... Aïe, aïe, aïe.
Michel Delattre, économiste. Je voudrais faire un appel à réflexion, simplement. On a parlé beaucoup des territoires. Alors, il est simple de rappeler que territoire, ça vient de la terre. Et sur la terre vivent des hommes. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé du contenu, on a beaucoup parlé de l'administration, on a beaucoup parlé de la gestion des territoires, du contrôle des territoires. On vient d'en reparler à l'instant. J'aimerais ouvrir un petit peu une réflexion sur le débat. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander en amont de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, qui était très intéressant, de savoir de quelle façon on pourrait s'interroger sur ce que pensent les populations de ces territoires? Merci. Bonjour, Kirkoub, consultant. J'aimerais aborder une question que M. Benachnou a abordée assez plusieurs fois. C'est la condition de qualité de l'administration pour pouvoir mener à bien les réformes qui s'imposent dans le modèle de gestion des territoires. Alors, je pense que les grands mots, parmi les grands mots de l'administration algérienne, nous avons des concentrations de pouvoir extraordinaires, notamment au niveau des wali, qui concentrent des pouvoirs administratifs et économiques. Les Français, qui ont inventé le jacobinisme, ont trouvé l'astuce. Il y a un préfet de département qui, disons au passage, dans le temps moyen, au niveau d'un département, c'est 2 ans et demi à peu près. Et le préfet de région qui n'a que des prérogatives économiques. Donc, nous devons nous départir absolument de cette forme de gestion des wilayas. Parce que dans la wilaya, et d'ailleurs on appelle improprement le conseil exécutif des wilayas, ce qui renvoie à des notions qui ne correspondent pas à la réalité. Et nous avons un deuxième problème, grand problème, c'est le déficit en matière de représentation politico-administrative des populations. Si nous avons une inflation de daïra, on n'a quand même on n'a pas assez de communes. Et nous n'avons pas l'habitude de discuter au niveau des territoires de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. Le centralisme, du fait que les cordons de la bourse sont au centre, on exclut totalement, comme l'a dit le collègue, les populations des débats sur leur propre avenir. Et je vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci Monsieur le Ministre pour cette brillante intervention, comme d'habitude. Je voulais juste insister sur un point où je ne veux pas tarder, c'est qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Moi, je doute surtout les statistiques de l'ONS et de l'administration fiscale et tout ça. Il faudrait tout revoir, c'est la base. C'est à partir de là qu'on pourrait savoir où on va. Merci. Intervention pour parler du déficit de réflexion sur la démocratie participative, puisque c'était de ça que parlaient les deux autres intervenants. Sur la dernière question, évidemment, vous savez, quand on juge, dernier intervenant, quand on juge une institution, me semble-t-il, puisqu'il s'agit là de l'ONS, à mon avis, humble avis, c'est quand on juge une institution, il faut toujours se dire qu'a-t-elle fait de positif au cours des 5 dernières années et que peut-elle faire de positif au cours des 5 prochaines années. Et à ce moment-là, on peut avoir un jugement. Et quand on dit que peut-elle faire de positif au cours des 5 prochaines années, on va se poser la question, mais quels moyens a-t-elle pour les faire? Je connais l'ONS depuis très longtemps, les différents directeurs qui se sont succédés, et je suis convaincu qu'ils font au mieux dans les conditions qui sont les leurs, et notamment dans les conditions de l'absence d'un système national d'information. Je m'explique.
L'ONF parle d'agriculture, de valeur ajoutée agricole, de ceci, ça. Elle dépend totalement de ce que lui donne le ministère de l'Agriculture. Je leur ai demandé de, s'il vous plaît, messieurs de l'ONS, aidez-moi à calculer. Non, calculer, et j'utilise les comptes régionaux, pas les comptes nationaux, les comptes régionaux. Pour le propos que j'ai... Calculer les comptes régionaux suppose une coopération active entre de nombreuses administrations. Le directeur général de l'ONS n'est pas Premier ministre, enfin peut-être pas encore. Est-ce que vous voyez ma réponse? Et vous posez en fait derrière ça un problème de fond qui est le statut de l'économie informelle. C'est de ça en fait qu'on parle. Bon, je laisse au prochain invité de Caire de vous éclairer sur le sujet. Dada de Caire. Alors, une question a été posée sur, au fond, la démocratie participative. Il y a ce problème, ce pays a un problème avec son histoire. C'est quoi le problème de ce pays avec son histoire? Si nous n'en avons pas fini de régler les problèmes de la guerre de libération nationale. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Chaque pays a son histoire et chaque pays... Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre de libération nationale a été, en raison des événements majeurs qui l'ont caractérisée, une guerre difficile. Vous savez pourquoi le général de Gaulle a appuyé à sa manière l'arrivée de l'armée algérienne à la tête du pouvoir d'État algérien? Vous ne savez pas ça? Moi, je vais vous le dire. Simplement parce qu'il craignait que l'Algérie, après l'indépendance, reproduise le syndrome du Congo. Et il disait, mais vous savez qui m'a dit ça? C'est le professeur Jeannet, qui, comme vous le savez, a été son ministre de l'Industrie et qui, un jour, au cours d'un conseil des ministres, je vais raconter ça parce que les jeunes doivent savoir ça, beaucoup de vieux comme moi le savent, au cours d'un conseil des ministres consacré à l'Algérie, avant l'indépendance, le général de Gaulle réuni en conseil des ministres et dit à tous les ministres présents, messieurs, chacun d'entre vous va me dire maintenant sa position sur l'Algérie. Et chacun s'est exprimé et il est arrivé donc à Jean-Marcel Jeannet, notre cher professeur. Allô Jean-Marcel, que pensez-vous de ça? Jean-Marcel Jeannet lui dit, mon général, moi je suis pour l'indépendance de l'Algérie. Il était le seul. Je mets un gars à conseil des ministres. Quand est arrivée l'indépendance, avec tout ce qu'on sait, etc., le général de Gaulle a appelé Jean-Marcel Jeannet, qui me l'a dit, c'était mon prof. Puisque vous étiez pour l'indépendance de l'Algérie, eh ben vous serez le premier ambassadeur. Et Jean-Marcel Jeannet s'est ouvert à moi et s'est repris maintenant dans certaines thèses pour me dire que le général de Gaulle avait ce problème très simple. Peut-on sortir d'Algérie et la laisser relativement stable? Parce le général de Gaulle était obsédé par deux problèmes. Premier problème, ne pas reproduire la congolisation. Et deuxième problème, qui est ce gouvernant de l'Algérie indépendante qui va m'assurer que le programme nucléaire français va continuer et que le pétrole que nous avons trouvé va quand même nous profiter un petit peu. C'était ça l'obsession du général de Gaulle. Et donc il a choisi, moi je le sais, les jeunes le savent moins, dans l'histoire c'est des choses qui vont, les historiens vont travailler là-dessus, ils vont sortir cette vérité qu'en réalité, ce qu'on a appelé groupe d'Oujda ou Dbez ou Dakhloula Wilaya 4 ou Debz, etc., tout ça c'est malheureusement vrai. Mais les carottes étaient cuites depuis très longtemps. La démocratie participative, c'est le jour où un candidat maire, je ne parle pas des Wali, il faut descendre plus bas, c'est le jour où un candidat maire, je vais prendre par exemple Tlemcen, puisque je connais un peu, Aya Belmihoub veut être maire de Tlemcen.
Et moi, je veux être maire de Tlemcen. Que va faire Belmehou? Il va s'attaquer à grand chose. Hein. Donc, il va préparer un programme. Et il va dire, je veux être maire de Tlemcen, parce que j'ai un programme et je vais battre M. Benachnou parce que mon programme est meilleur que le sien. La seule voie de sortie, c'est celle-là. Je la réclame pas. Et moi, vous savez de quoi je rêve quand je suis insomniaque? Du jour où d'anciens ministres, comme moi, mais il y en a tellement. Non, 500, ça c'est les journalistes qui disent 500. On est 260 à peu près. Ahmed Zidouche. Je sais parce qu'ils sont payés. Ça, c'est pas normal qu'ils soient payés. Le jour où Kerr me paye pour mes conférences, je renonce à ma retraite. Je prends l'engagement devant vous. D'accord, mais qu'il donne pas un salaire à vie. Non, il faut que chacun il faut... non. Lui, il est tranquille. Hein? Lui est tranquille. Il produit de l'alimentaire, il gagne sa vie très correctement. Ben Benachnou produit des idées. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me les payez quand je parle? Hein? Non, c'est une question de principe. Je ne fais jamais payer mes conférences quand je suis en Algérie. À l'étranger, ils payent. Et c'est normal. Économie de marché, ou la bout de maintenant. D'accord. En Algérie, je ne peux pas payer parce qu'il y a toujours des carbet le kibda, comme on dit. Alors, je reviens. Mettons les 250 ministres en compétition pour diriger les mairies des 50 plus grandes villes algériennes. Chiche. Est-ce que vous voyez le problème de la ressource humaine? Mettons les 250 ministres algériens en compétition pour gérer les 50 plus grandes villes algériennes. Moi, je suis partant. Parce qu'après, etc. Non, il ne suffit pas de dire etc. Un programme TAC, c'est pas mieux au sommet. Hein, quand je regarde les programmes de l'opposition, je me dis, Allah istanna min museba. Je vous remercie. Merci tout le monde et rendez-vous à la prochaine matinale qui vous sera annoncée.